Ça nous arrivait souvent d'arriver chez un nouveau client et qu'il n'y ait aucun outil de gestion financière. Souvent, les factures, par exemple, étaient faites à la main. Pour moi, aujourd'hui, notre enjeu, si on sort de l'écosystème start-up parisien, il y a beaucoup de dirigeants justement de PME qui ne savent pas, qui peuvent faire appel à un directeur financier externalisé. Certains de nos clients, pour moins de 10 000 € par an, ils ont un reporting tous les trimestres et ils ont un budget pour l'année d'après. Dès que je me suis lancé, j'ai créé mon site internet et j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, ça fait 4 ans et demi que je publie 1 à 2 fois au moins par semaine sur LinkedIn. C'est quoi ta reco du bon moment pour l'internaliser, qu'on t'aide à recruter un DAF? Le déclencheur, c'est quand... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Nerf de la guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils super actionnables et de stratégies concrètes pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la guerre, c'est un podcast qu'on a pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel on essaiera avec mes invités de délivrer un maximum de conseils super concrets, super actionnables. Pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, fondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de pilotage financier pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance et j'étais déjà passionné d'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai toujours été à la croisée des chemins entre finance et entrepreneuriat et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de lancer ce podcast, Le Nerf de la guerre, pour pouvoir partager avec le plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir avec des CEO et des CFO au quotidien sur leurs problématiques de gestion financière. Si vous aimez le podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer de la force, un like, un commentaire, un partage. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça nous aide énormément à faire connaître le contenu. Allez, sans plus attendre, j'accueille maintenant mon invité du jour, Anthony Guez, fondateur et CEO du cabinet Mindset Finance. Salut Anthony. Salut François. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Pour commencer, est-ce que je peux tout simplement te demander de te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît et qu'on échange à plusieurs fois de manière un peu informelle. Là, ça sera l'occasion d'avoir un petit enregistrement et de pouvoir partager nos échanges avec d'autres personnes. Voilà. Donc moi, je suis Anthony Guez. J'ai fondé Mindset Finance il y a 5 ans maintenant, donc il y a un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes qui a la petite particularité d'être un cabinet qui est spécialisé en direction financière externalisée. Donc je pense qu'on va pas mal y revenir, mais la direction financière externalisée, c'est accompagner des entrepreneurs de start-up ou PME sur les sujets de pilotage financier du type business plan, reporting et prévision de trésorerie. J'ai cofondé il y a un peu plus de 3 ans maintenant Naotech, qui est une agence no-code pour justement aller plus loin encore, puisqu'on accompagne des entreprises sur des sujets d'automatisation. Et nous, on a décidé de se spécialiser sur l'automatisation des fonctions administratives et financières. Donc, ça fait le lien avec mon activité de dirigeant de Mindset Finance. Voilà. Ok, super clair. Effectivement, on va revenir sur ces deux sujets, notamment sur la direction financière externalisée. J'ai plein de questions. Je suis curieux, est-ce que tu peux nous rappeler, avant de monter Mindset Finance, donc il y a 5 ans à peu près, c'était quoi ton parcours avant ça? Ouais, moi j'ai bossé à peu près une dizaine d'années avant de créer Mindset Finance, essentiellement en audit financier. Donc j'ai commencé dans un grand cabinet, un cabinet du Big Four. J'ai ensuite eu l'opportunité de devenir directeur financier dans une PME. Et ensuite, j'ai continué en audit financier dans des cabinets de taille intermédiaire. Et j'ai obtenu mon diplôme d'expertise comptable en 2015. Voilà, donc ça fait un petit moment maintenant. Et j'ai créé Mindset Finance, donc j'ai lancé Mindset Finance en 2019. Ok. Voilà. Donc, tu as cette particularité, parce que on en parlait, c'en est une, d'être également expert comptable. Exactement. Avant d'être DAF. T'es DAF, t'es expert comptable. C'est une force pour toi d'être expert comptable en étant DAF. Et j'irai même plus loin. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir cette expertise? Moi, effectivement, j'ai les 2, voire les 3 casquettes, parce que je suis également commissaire aux comptes. Je ne sais pas si c'est une force ou pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, en fait, DAF, c'est un métier qui est hyper large.
souvent, on dit que c'est un peu le couteau suisse. Faut être capable de faire plein de choses. Il y a de la compta, de la finance, du juridique, du RH. Voilà, il y a énormément de sujets. Maintenant, en plus, il y a aussi des sujets plus tech, parce qu'il faut être capable de mettre en place des outils, de mettre en place des automatisations entre tous ces outils-là pour récupérer de la donnée. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux là-dessus. Donc, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est technique, entre autres. Donc, le fait d'être également expert comptable garantit un certain niveau de technicité. Néanmoins, un bon DAF peut ne pas être expert comptable. Aujourd'hui, en fait, il y a chez nous, par exemple, chez nos clients, tous nos clients ont un expert comptable. Parfois, c'est nous, parfois, c'est un autre expert comptable. Dans tous les cas, les personnes qui vont à la fois intervenir en tant qu'expert comptable et à la fois en tant que DAF, ce sera des personnes différentes. Puisque justement, moi, je pars du principe qu'il y a un cloisonnement qui doit se faire, parce que chacun a son niveau de responsabilité. Ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas la même gestion du planning, ce n'est pas le même mindset, d'une certaine manière. Pour autant, c'est deux métiers qui sont très complémentaires. Les dirigeants ont besoin d'être accompagnés à la fois par un expert comptable et par un DAF, qu'il soit interne ou externe. Chacun a son job, mais voilà, pour moi, il y a les deux volets. Et donc, pour répondre à ta question, je pense qu'on peut être un très bon DAF sans pour autant être expert comptable, et on peut être un très bon expert comptable, mais ne pas se spécialiser là-dessus et être spécialisé sur d'autres sujets autour de la gestion de patrimoine, de la fiscalité ou d'autres, sans pour autant avoir fait vraiment le choix d'accompagner les dirigeants sur des sujets de pilotage financier. Voilà. Ok, très clair. Donc on peut être DAF externalisé sans être expert comptable. Et bon, évidemment, j'avais une idée de la réponse, puisque je connais, j'ai interviewé d'ailleurs dans ce podcast d'autres profils DAF externalisés qui ne sont pas de mémoire experts comptables. Tu as dit un truc intéressant qui est, du coup, vous avez la double, même triple casquette, expert comptable et DAF en l'occurrence pour la double. Est-ce que tu préfères intervenir chez un client où tu as cette double casquette, ou est-ce qu'au contraire, tu aimes bien intervenir sur un terrain où tu es un peu plus dans l'inconnu, c'est-à-dire où l'expert comptable n'est pas Mindset Finance? Ça dépend. Je vais t'expliquer. Nous, certains de nos clients ont un autre expert comptable qui, quand ça se passe très bien, pour nous, on n'a pas de sujet en fait. L'enjeu pour nous, côté DAF, c'est de récupérer de la donnée qui soit propre, qui soit utilisable pour ensuite travailler sur des analyses, travailler sur de la modélisation financière, travailler sur des prévisions. Donc nous, on a besoin de récupérer une donnée qui soit propre, qui soit juste, dans les délais aussi qui nous sont imposés parfois par les clients. Donc nous, c'est le seul enjeu qui compte, au final, que ce soit nous qui produisons cette donnée quand on est expert comptable, ou que ce soit un autre expert comptable qui la produise. À la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est que le travail soit bien fait. À partir du moment où le travail est bien fait, moi, je n'ai pas d'enjeu particulier à me dire, je préfère que ce soit moi ou je préfère que ce soit un autre. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vraiment, c'est là aussi où c'était intéressant, c'est que quand on intervient sur les deux volets, il y a vraiment, évidemment, un accompagnement à 360 qui est fait. Maintenant, quand on intervient qu'avec notre casquette de DAF, notre but de toute façon, c'est de bien nous entendre avec les experts comptables de nos clients. Nous, de toute façon, on a un principe qui est très important chez les experts comptables, c'est la confraternité. Donc notre but, de toute façon, en général, quand on démarre une mission en tant que DAF, on échange toujours avec l'expert comptable, déjà pour prendre connaissance, lui expliquer notre rôle, et surtout aussi lui expliquer qu'on n'est pas là pour récupérer sa mission en expertise comptable. Si le client est content et que ça se passe bien, nous, on n'a absolument pas intérêt à perturber l'ordre des choses. Si à un moment, l'expert comptable souhaite soit lui se retirer ou le client souhaite changer d'expert comptable, dans ce cas-là, on peut en discuter, mais ce n'est pas notre objectif premier quand on arrive sur une mission. On a plutôt envie que les choses se passent de la manière la plus fluide possible pour le client, et que nous, ensuite, on puisse délivrer de la valeur pour nos clients. Voilà.
Ouais, je comprends bien et c'est vrai que c'est une thématique que j'aborde régulièrement dans ce podcast qui est la défiance. J'aime pas trop ce mot, mais c'est la réalité. Il y a souvent de la défiance entre l'expert comptable et le DAF externalisé. C'est aussi pour ça que j'étais super intéressé qu'on puisse en parler parce que toi, tu es les deux à la fois. Bon, je pense que ton message est passé, c'est qu'il n'y a pas de défiance à avoir. Non, il n'y a pas de défiance. On agit tous dans l'intérêt de notre client. Après, c'est vrai que parfois, on a démarré des missions. Quand l'expert comptable a pris connaissance de notre intervention, certains étaient un peu déroutés ou un peu étonnés. Je sais que certains des experts comptables de nos clients ont dit à nos clients « Ah, mais c'est dommage, nous aussi, on aurait pu faire ça ». Donc voilà, là-dessus, après, j'ai envie de dire, bon, bah, s'il n'a pas pensé à toi, c'est que tu n'as peut-être pas véhiculé le bon message ou tu n'as pas su te positionner. Ou peut-être que simplement, il y a des dirigeants qui veulent justement scinder les deux fonctions pour justement que chacun ait sa zone de responsabilité. Voilà. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi un expert comptable n'intervient pas sur le volet DAF. Après, parfois, il y en a qui n'ont pas envie, qui n'ont pas les équipes pour, qui n'ont pas la bande passante. Voilà, pour plein de raisons. Ouais, de toute façon, je vais t'en reparler après parce que je serais curieux d'avoir ton spoiler sur ma question future, mais je suis curieux d'avoir ton avis sur l'état d'avancement de la profession dans son ensemble, sur ces enjeux de direction financière externalisée. On en parlera après parce que tu as des fonctions au niveau de l'ordre des experts comptables à Paris, je crois. J'ai envie de revenir sur un truc que tu as mentionné. Tu dis, en gros, l'expert comptable prépare la donnée, prépare le terrain pour un travail qui doit être bien fait derrière par le DAF externalisé. Donc, quand ça se passe très bien, il n'y a pas de raison d'aller challenger ça. Est-ce que j'aime bien rentrer dans le concret, dans le détail, notamment sur ce genre de sujet. Ça veut dire quoi pour les dirigeants et les experts comptables qui nous écoutent, un travail bien fait de la part de l'expert comptable pour que le DAF arrive sur un terrain favorable? C'est une très très bonne question. Déjà, ça va dépendre du client lui-même, ça dépend de son secteur d'activité, ça dépend des deadlines qu'il a pour qu'on lui produise un reporting financier, par exemple. Ça dépend, lui, des obligations qu'il a aussi de reporting vis-à-vis de potentiels investisseurs. Nous, je vais t'expliquer un peu notre méthodologie. Nous, pour commencer à travailler sur nos reportings financiers, on va partir de la donnée comptable. On ne part jamais de la donnée de trésorerie parce que la donnée de trésorerie, alors évidemment, c'est hyper utile quand on va travailler sur des prévisions de trésorerie. Maintenant, pour analyser le passé, je vais prendre un exemple tout bête. Tu as reçu une facture, tu ne l'as pas payée, bah, elle n'est pas en trésor. Pour autant, dans ton compte de résultat, dans ton PNL, dans ton reporting financier, ça va être une charge. Inversement, tu émets une facture auprès d'un client, s'il ne te paye pas, ce n'est pas dans la trésor. Pour autant, ça constitue bien du chiffre d'affaires dans ton PNL. Voilà. Donc, certains, je sais, parfois parce qu'ils n'ont pas le choix, mais travaillent à partir des flux de trésorerie. Moi, je trouve que c'est hyper risqué puisque tu risques toute l'année de présenter à un dirigeant d'entreprise un reporting financier basé sur des flux de trésorerie sur lesquels tu n'as pas l'exhaustivité de l'information financière. Donc, tu peux te baser en fait, sur des données qui sont erronées. Et puis, en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fin d'année, tu vas lui donner un résultat, un chiffre d'affaires, un niveau de charge, puis un niveau d'EBITDA, par exemple. Et puis, en avril, mai de l'année d'après, il va y avoir la fameuse liasse fiscale qui va être télédéclarée aux impôts. Et là, tu peux avoir un écart important à 4-5 mois plus tard entre ce qui a été présenté et en fait, le document qui fait foi, le juge de paix, la liasse fiscale. Donc, c'est jamais, je trouve, une bonne pratique de fonctionner comme ça. Nous, on se colle toujours à la compta pour justement faire en sorte qu'on n'ait pas d'écart. Voilà. Au moins, si à un moment... en tout cas, nous,
on se colle à la compta, on sait qu'on n'a pas d'écart. Si à un moment, il y a des écritures qui viennent se rajouter, alors c'est un peu technique, mais des provisions en fin d'année, ce genre de choses, on est capable d'expliquer pourquoi on a un écart entre un reporting ou un atterrissage qu'on a présenté en fin d'année et quelque chose qui est produit en avril ou mai de l'année d'après. Mais ça, de toute façon, c'est des processus sur lesquels nous aussi on intervient, sur des arbitrages de clôture de compte, où justement on mesure les impacts si on passe une provision ou si on passe des écritures d'ajustement ou de cut-off ou de choses comme ça. Voilà. Ouais. Donc nous, dans notre méthodologie, on part de la donnée comptable, donc on récupère auprès de l'expert comptable de nos clients ce qu'on appelle le FEC, le fichier des écritures comptables. Donc ce document, cette source d'information, c'est un document qui est normé. Le FEC, tous les logiciels comptables doivent le fournir. Mais ce document-là, pour l'obtenir, l'expert comptable, lui, doit travailler les informations qu'il a à sa disposition. Le risque, c'est parfois que l'expert comptable lui-même n'a pas obtenu toutes les factures justificatives, que ce soit d'achat, vente ou autre. Et donc, parfois, il y est pour rien. Il est dépendant lui aussi de son client pour obtenir de l'information financière. Mais nous, dans notre cas, il faut considérer qu'on a besoin d'avoir une donnée qui soit propre. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir toutes les factures qui ont été comptabilisées, qu'elles étaient payées ou non. Ça, c'est le premier point. On a aussi besoin d'avoir tout ce qui est ce qu'on appelle l'engagement. Voilà, que ce soit côté client ou côté fournisseur. C'est-à-dire que même si on n'a pas reçu une facture, on doit comptabiliser, par exemple, dans le cas d'un fournisseur, une facture non parvenue qui permettra de constater la charge, même si la facture, on ne l'a pas encore reçue, par exemple, à la date. Nous, on a besoin d'avoir donc cette donnée qui est propre, sur laquelle il y a déjà un travail de base qui a été fait par l'expert comptable, puis un travail de revue pour justement s'assurer qu'en termes de cut-off, donc de séparation des exercices, ça a été correctement fait. Et à partir du moment où on a cette donnée qui est propre, on peut travailler sur à la fois l'analyse du passé et à la fois une projection sur l'avenir. Ok. Ouais, de toute façon, je prêche pas pour ma paroisse en disant ça directement, parce que nous, comme tu le sais, chez Figure, on est vraiment axé trésorerie. Ouais. Pour autant, je dis souvent, si traditionnellement on considère 3 états financiers, le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie, c'est parce que chacun des 3 a son utilité. Exactement. Et qu'il faut les 3, ou à minima le compte de résultat et le bilan, pour avoir l'exhaustivité de l'information. Donc, je souscris complètement à ce que tu dis. Si on reprend un peu de hauteur, comment est-ce que... est-ce que tu peux nous préciser quel type de clients vous traitez, notamment en termes s'il y a une taille un peu typique et des secteurs privilégiés sur lesquels vous intervenez chez Mindset Finance ? Ouais. Alors, nous, nos clients, c'est principalement des startups, mais pas que. Mais on a à peu près 70% de nos clients qui sont des startups. Alors, qu'est-ce que j'entends par startup ? C'est surtout une société qui a levé des fonds et qui a des comptes à rendre à des investisseurs externes. Voilà. Donc, il y a tout un travail aussi, justement, de documentation financière à devoir présenter dans un certain laps de temps à des investisseurs. Après, on a aussi 30-40% de nos clients qui sont des sociétés qui n'ont pas levé de fonds, qui sont rentables et qui, ou certaines années ne le sont pas, mais en tout cas, qui n'ont pas cette problématique de devoir lever des fonds pour continuer à exister. En termes de taille, c'est surtout, en tout cas, à partir d'une dizaine de personnes. C'est-à-dire qu'en dessous de 10, généralement, il n'y a pas de besoin de faire intervenir un directeur financier. Souvent, il n'y a rien avant nous. Et donc, c'est soit le dirigeant qui se retrouve à faire une fois par an un budget, qui va, dans le meilleur des cas, essayer en milieu d'année de suivre l'avancement de son budget par rapport à ce qu'il avait prévu. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et tant qu'on arrive à peu près jusqu'à une dizaine de personnes, ça peut tenir. Généralement, c'est à peu près quand on franchit le cap des 10 que ça commence un petit peu à coincer dans certains cas et que le besoin de faire appel à un directeur financier externalisé, ne serait-ce que quelques jours par mois, peut être pertinent pour un dirigeant. Voilà. Après, en termes de secteur d'activité, c'est hyper large. Même au sein des startups, on a plein de startups de secteurs d'activité différents. Voilà. Mais, après,
on va dire, c'est plutôt des sociétés de près ou de loin, on va dire, du secteur des services plus que de l'industrie. Ouais. Parce que généralement, la majorité de nos clients sont à Paris. Et à Paris, il n'y a Oui. pas un tissu industriel Ouais. très fort. Ouais. Voilà. Ok. Donc pas en dessous de 10 collaborateurs en général, Ouais. si on schématise. Mm. Pas au-dessus de combien C'est très variable. Ouais. Parfois, un dirigeant ou des dirigeants ressentent le besoin d'internaliser la fonction, c'est-à-dire de Ouais. recruter un directeur financier à 40 personnes en termes de taille. Ouais. Parfois, ça peut atteindre 60, 70 personnes. Et après, en termes de chiffre d'affaires, généralement, ça va de 0 à 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour vraiment la partie direction financière externalisée où on va intervenir quelques jours par mois. Mhm. Après, on a quelques clients pour qui on va intervenir un nombre de jours un peu plus important, mais parce qu'on les a accompagnés aussi dans leur croissance. Donc, les choses se sont faites naturellement. Si on imagine un scénario un peu hypothétique, mais où tu accompagnes une société de 10 collaborateurs qui a une croissance discontinue, tout se passe pour le mieux, ça grossit, ça se structure. Toi, dans ce scénario-là, c'est quoi ta reco du bon moment pour l'internaliser, le moment où tu dis là, vaut mieux que nous, on disparaisse et qu'on t'aide à recruter un DAF externalisé? C'est quoi le déclencheur? Le déclencheur, c'est quand le fait qu'on puisse être qu'une partie de notre temps dédié à ce client ne suffit plus. Nous, de toute façon, quand on va intervenir, on va structurer la fonction finance, on va mettre en place des outils de pilotage et normalement, ça permet de tenir un certain laps de temps. Maintenant, si à un moment, il y a des sujets complexes qui arrivent sur la table, des opérations complexes ou un niveau d'information qui nécessite que tous les jours, on produise des états financiers, évidemment, c'est plus notre business model à nous et ça répond plus aux besoins du client. Et donc là, le besoin peut se faire ressentir vraiment de recruter quelqu'un à temps plein qui, à ce moment-là, généralement, va récupérer un scope assez large. On le disait tout à l'heure, mais va pas être uniquement focus sur un volet financier, mais va être un focus sur un volet aussi administratif, sur un volet peut-être RH, sur un volet juridique. Ce qui, à mon sens, parfois est une erreur, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que souvent, quand on est remplacé parce que quelqu'un recrute, nous, on va être sur un volume de peut-être 5-6 jours par mois. On va se dire, le dirigeant va se dire, si je recrute quelqu'un, il va avoir besoin de 5-6 jours par mois. Donc, ça veut dire que sur un mois de 20 jours, il aura 15 jours pour faire autre chose. Donc, je vais lui donner de l'admin, de la compta, du RH, du juridique. Et ça, pour moi, c'est la fausse bonne idée parce que tu peux être un très bon directeur financier et pour autant soit ne pas être bon, soit tout simplement ne pas aimer d'autres sujets à traiter. Et donc, si tu n'es pas passionné par ça, tu ne donneras pas la pleine mesure de ton potentiel. Je pense que c'est aussi une mauvaise idée parce que nous, aujourd'hui, chez nos clients, quand nous, on intervient sur le volet DAF et qu'ils ont en même temps un partenaire qui va les accompagner en tant qu'office manager externalisé, par exemple, et quelqu'un d'autre peut-être sur un volet RH ou juridique, il se peut qu'il y ait des moments où chacun avance en parallèle. Donc, on va en même temps tous travailler sur des domaines de compétences différents. Si demain, tu as une personne pour faire tout ça, il va falloir prioriser. C'est-à-dire que si cette personne doit à la fois facturer, relancer les clients qui n'ont pas payé, faire des prévisions de trésorerie, faire un reporting et faire signer préparer une documentation juridique, il ne pourra pas tout faire en même temps. Et donc, il va devoir prioriser, ce qui peut aussi être un peu problématique. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux essayer de tenir le plus longtemps possible avec des prestataires externes qui vont être spécialisés dans leur domaine et qui vont être très bons, qui vont avoir des benchmarks avec ce qui peut se faire ailleurs, qui vont être pertinents dans leur approche, dans leur analyse, dans leurs conseils, plutôt que de recruter une personne auprès de qui on va être déjà ultra dépendant. Et le mouton à 5 pattes, comme on le sait, il n'existe pas. Ouais. Je vois souvent je ne sais pas si tu partages mon avis, mais des dirigeants de PME dans cette typologie de clients qui soit ne connaissent pas bien en fait la fonction de direction financière, interne ou externe, vraiment, la notion de direction financière, qui du coup l'appréhendent mal, l'aperçoivent, ce premier réflexe de dire c'est un centre de coût. Chez nous, on n'a pas la place pour ça, on n'est pas encore assez gros, etc.
et où du coup, soit ils te ferment la porte en tant que directeur financier interne ou externe, soit ils te mettent au défi, c'est-à-dire ok, je te prends, mais il va falloir prouver ta valeur très vite. J'ai 2 questions. Est-ce que tu valides cette perception que tu vois chez les dirigeants de PME? Est-ce que tu as le même sentiment? Et si oui, comment est-ce que vous, chez Mindset Finance, vous faites en sorte de rassurer le client le plus rapidement possible suite au début de la mission? Alors sur la première question, je vois les choses un petit peu différemment. Pour moi, aujourd'hui, notre enjeu, quand je dis nous, c'est nous, Mindset Finance, mais d'une manière plus large aussi, nous, directeurs financiers externalisés. Si on sort de l'écosystème startup parisien, il y a beaucoup de dirigeants justement de PME qui ne savent pas qu'ils peuvent faire appel à un directeur financier externalisé, ne serait-ce que quelques jours par mois, qui va leur donner de l'information pour piloter, prendre de bonnes décisions, sans non plus que ça explose leur budget. Ouais, il y a un manque de connaissances, d'éducation, entre guillemets. Donc nous, là-dessus, l'enjeu pour nous tous, il est plutôt d'évangéliser, de communiquer autour de notre métier, de ce qu'il peut apporter et de l'intérêt pour le dirigeant de faire appel à nous. Ça, c'est pour le premier point. Et donc, le sentiment de défiance, moi, je ne le ressens pas trop. Par contre, nous, dans notre démarche, quand on va accompagner un nouveau client, on va toujours démarrer par un premier diagnostic. Nous, qui nous permet déjà de rentrer dans le cœur du business, de comprendre quel est le business model, comprendre quelle est la stratégie, quelle est l'ambition, quelle est la vision des dirigeants, de rentrer aussi sur des choses beaucoup plus terre-à-terre, comme les process internes, process achat, vente, trésor, RH, paye, clôture comptable, etc. On va regarder un peu tous les outils qui sont utilisés, on va identifier des zones de risque et on va faire des recommandations. Et dans ces recommandations va découler un plan d'action qu'on valide avec le dirigeant. Donc en fait, il est assez vite rassuré sur le fait qu'on a compris son business model, on a compris ses besoins et on est capable derrière de dérouler un plan d'action adapté à ses besoins, adapté à ses caractéristiques. Et il sait en fait exactement au bout de combien de temps il est en droit d'attendre des retours de notre part. Voilà. Et nous, ça nous permet d'avoir une feuille de route qui est très claire sur nos objectifs sur les 2-3 premiers mois. Ouais. Voilà. Et après, nous, on a une caractéristique chez Mindset Finance, chez les autres, je ne sais pas. En tout cas, nous, chez Mindset Finance, on a une caractéristique, c'est qu'on n'a pas de durée d'engagement. Donc, on n'est pas un client qui arrive chez nous en direction financière externalisée. Il n'est pas engagé sur 12 mois, par exemple. Donc, ils se sentent libres. Oui. Nous, on a compris ça parce que, justement, quand on fait appel à un directeur financier externalisé, c'est généralement parce qu'on est en quête d'agilité et de flexibilité. Donc, on n'a pas envie d'être engagé contractuellement avec un prestataire. Justement, une société, elle peut être amenée à un moment à grossir, à avoir besoin d'internaliser cette fonction, ou à l'inverse aussi, d'être un peu en difficulté à un moment et de vouloir réduire un peu la voilure des dépenses et donc réduire aussi potentiellement notre scope d'intervention. Et donc, elle a envie de pouvoir être libre là-dessus. Donc, nous, il n'y a pas de durée d'engagement, c'est flexible. Et je pense que ça rassure aussi les dirigeants de savoir qu'ils ne sont pas engagés au-delà du mois en cours. Ouais, c'est soit je perçois la valeur, soit de toute façon, je suis Et pas... nous, ça nous force aussi à délivrer parce qu'on sait que si on ne délivre pas, notre mission, elle peut prendre fin à tout moment. Voilà. Donc, ça nous force d'une certaine manière à l'excellence opérationnelle et aussi à l'excellence dans la compréhension des besoins de nos clients pour continuellement leur apporter de la valeur. Ouais. Ouais, j'adore l'approche parce que en fait, tu pars de ce que je disais où en fait, tu es perçu comme un centre de coût. Et en fait, non, je ne suis pas un centre de coût. Je vais te montrer que je suis capable, mois par mois, de créer de la valeur sur les chantiers qu'on a identifiés et qu'on va continuer à identifier ensemble. Exactement. Tu l'as mentionné, un DAF externe, ça représente un certain budget. Donc, on ne va pas donner de chiffres parce que ça dépend de plein d'éléments. Mais on peut donner des chiffres. Hein. J'ai pas de... J'imagine c'est quoi, au moins quelques milliers d'euros par mois Quelques milliers d'euros. Après, pour certains de nos clients qui ont des besoins un peu différents, on ne va pas intervenir tous les mois. On va intervenir trimestriellement. On va faire un reporting trimestriel. Donc là, ça réduit encore plus
le montant de nos honoraires. Et là encore, si à un moment le besoin évolue, on peut intervenir plus, c'est pas un sujet. Ok. Mais disons que certains de nos clients, pour moins de 10 000 euros par an, ils ont un reporting tous les trimestres et ils ont un budget pour l'année d'après. Ok. Et dans chaque reporting, on va faire des analyses de leur activité. On va comparer ça aux données de l'année dernière. On va comparer ça par rapport au budget. Donc, ce n'est pas un très gros montant pour eux. Et pour autant, ils ont quand même le sentiment d'être accompagnés. Ouais. Et ils ne découvrent pas les chiffres de leur Oui. performance en avril face à leur expert comptable qui leur ouais. présente N+1, qui leur présente la liasse fiscale Ouais. et qui en plus n'est pas un document qui est fait pour Oui. analyser les comptes et comprendre les comptes, c'est un document qui est fait pour l'administration fiscale. Ouais. Voilà. Donc on n'analyse rien du tout avec ça. Oui. Donc au final, si tu ramènes ça, c'est fait même pas 1 000 euros par mois, tu as vraiment un pilotage et vraiment tu peux prendre des décisions à partir de ça. Et après on a des clients pour qui on intervient plusieurs jours par mois, voire parfois plusieurs jours par semaine. Donc là, on est sur des niveaux de facturation qui sont plus importants. Ouais, ok. Et c'est intéressant en tout cas de savoir que tu peux offrir cette flexibilité-là d'intervenir de manière plus ou moins, entre guillemets, light, de manière plus ou moins récurrente. Parce qu'on voit souvent des dirigeants qui s'autocensurent, qui disent bah ouais, moi j'ai pas de visibilité, mais en même temps, j'ai pas forcément ce savoir-faire parce que je suis pas financier moi-même. Beaucoup de dirigeants qui sont juste des experts de leur métier, qui ont fait grossir leur boîte comme ça, mais qui se retrouvent bloqués dans leur développement parce que complètement aveuglés, justement 100% dépendants des chiffres qui sortent de la compta a posteriori. Avec tout cet aveuglement qui t'empêche d'avancer sereinement, quoi. Ok. J'ai envie de parler un petit peu de votre équipe chez Mindset Finance. Vous êtes une dizaine, c'est ça, aujourd'hui, dans le cabinet. Félicitations, parce que c'est un super développement. Je vois aussi beaucoup, moi, de DAF externalisés qui font le... Alors, je sais pas je pense que pour beaucoup, c'est un choix. Pour d'autres, peut-être qu'ils voudraient se développer, qu'ils n'y arrivent pas forcément. Mais en tout cas, on voit beaucoup de DAF qui restent freelance. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Pourquoi, toi, tu as décidé de structurer Mindset comme un cabinet et pas de juste rester toi tout seul avec tes clients? Moi, c'était ma vision dès le départ. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le salariat, ce n'était pas pour devenir freelance, c'était pour monter un cabinet, créer une image de marque qui soit forte et vivre une vraie expérience entrepreneuriale. Voilà, c'était pas pour rester freelance. Évidemment, j'ai rien contre ça, mais c'était pas mon projet. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché des DAF externalisés, alors moi, ce que je connais encore plus particulièrement, c'est les DAF à temps partagé. C'est ce que nous on fait chez Mindset Finance, c'est-à-dire intervenir quelques jours par mois. Pour moi, c'est un autre métier, le DAF qui enchaîne des missions de 6 mois à temps plein chez un seul client, que j'assimile plus à du management de transition. Où là, il y a des acteurs qui sont reconnus, il y a aussi des freelances. Sur la partie de DAF à temps partagé, c'est vrai qu'il y a une sorte de... Moi, j'appelle ça une masse invisible, c'est-à-dire des freelances qui gèrent un portefeuille de 3-4 clients qu'ils accompagnent. Ils ne sont pas forcément très présents sur les réseaux sociaux, par exemple, où ils n'ont pas de site internet, ils ont une adresse mail en Gmail ou autre. Donc, ils ne sont pas évidents à quantifier, on ne les voit pas forcément beaucoup. Ils ont une capacité de production qui est forcément limitée, comme je te le disais, à 3-4 clients. Il y en a de plus en plus, ça c'est sûr. Et après, en termes de cabinets, depuis quelques années, il y a des cabinets qui commencent à se développer et à se structurer. Mais ça reste quand même un marché où c'est beaucoup d'indépendants ou de toutes petites structures. Bah ouais, c'est ce dont j'ai l'impression en tout cas. J'imagine que toi, en tout cas, tu le perçois comme une force, comme une différenciation positive vis-à-vis des prospects. Si tu arrives devant un dirigeant de PME et mettons que tu es en concurrence sur la mission de DAF externalisé avec un freelance, comment tu vas utiliser ce fait que toi, tu sois un cabinet pour essayer de gagner la mission face aux freelances?
Le freelance, comme je le disais, il a une capacité de production qui est limitée. Ouais. Forcément, il vend uniquement son temps. Et moi, quand j'ai lancé Mindset Finance, même si j'ai tout de suite lancé avec une image de marque, une image cabinet, pendant 2 ans, j'étais seul. Donc, j'étais freelance. Ouais. Et je sais à quel point le temps est précieux. Et quand tu es chez un client, si tu as un autre client qui te sollicite, tu ne peux pas te couper en deux. Ouais. Nous, l'avantage quand on est un cabinet, c'est qu'aujourd'hui, chez Mindset Finance, quand il y a un client, il n'y a pas une seule personne qui connaît ce client et qui est capable de gérer ce client. Aujourd'hui, on a des interventions à 3 niveaux. C'est-à-dire que moi, je connais évidemment tous les clients et j'assiste à beaucoup de présentations qu'on leur fait et je connais leurs indicateurs, je connais leurs enjeux, je connais leurs besoins. On a des consultants seniors qui, eux, sont en charge de manière opérationnelle de la production de la documentation qu'on va leur présenter, etc. Et je suis également, j'ai également structuré le cabinet avec des consultants plus juniors qui sont là aussi pour aider les consultants seniors. Donc en fait, il y a 3 niveaux d'intervention chez nous qui nous permettent de, si on a une demande d'un client qui est un peu urgente, il y a quand même 3 personnes qui connaissent le dossier et qui peuvent mettre la main à la pâte. Un freelance, c'est pas dans son ADN de fonctionner de cette manière-là. Oui, s'il est chez son client B et que tu es le client A, tu vas devoir attendre qu'il sorte de chez son client pour... Exactement. Et puis, un freelance, il va connaître peut-être un secteur d'activité ou 2 ou 3, mais il aura forcément moins de benchmark que nous, qui aujourd'hui, on a vu des dizaines et des dizaines de sociétés, de secteurs d'activité différents, qui ont des problématiques différentes. Nous, aujourd'hui, on a vraiment un benchmark depuis 5 ans où on a aussi des façons de faire, des métriques qu'on a pu voir, qu'on a pu mettre en place en termes de process, en termes d'outils, en termes d'organisation. Donc, on a beaucoup plus de recul et de capacité aussi à être force de proposition. Ok. Voilà. C'est quoi le portrait robot du consultant senior ou junior? Enfin, il y a peut-être des différences entre les deux, j'imagine, mais chez Mindset, c'est quoi le profil idéal? Chez Mindset, aujourd'hui, un consultant senior, quand il arrive, c'est quelqu'un qui a à peu près 5 ans d'expérience. Aujourd'hui, on a eu, en tout cas jusqu'à maintenant, beaucoup d'anciens auditeurs financiers. J'aimais bien cette formation parce que moi, je viens par là. Donc, je connais les forces et les faiblesses de cette formation. Mais je trouvais que c'était assez intéressant comme pratique de recrutement parce que c'est des personnes qui ont une capacité d'adaptation, une capacité de comprendre la structuration d'un business model, une très bonne technicité en compta, en finance, et qui ont 2 choses en plus. La première, c'est en tout cas être capable de switcher d'un dossier à un autre assez facilement. Et capacité aussi, quand on vient par exemple d'un Big Four, on a forcément fait du management. Assez vite, ça arrive. Au bout d'1 an, 1 an et demi, tu te retrouves déjà à manager une petite équipe. Donc, c'est beaucoup de compétences qui ont été développées, qui sont acquises quand quelqu'un arrive chez nous. Voilà. Alors après, il y a d'autres choses à développer, et c'est normal. Mais en tout cas, je sais sur quoi capitaliser pour continuer à faire grandir un consultant qui nous rejoint. Voilà. Oui, ok. J'ai envie de parler maintenant de ton image de marque. Chez Mindset, tu en as déjà un petit peu parlé et j'avais prévu de t'en parler parce qu'effectivement, tu as et vous avez au niveau du cabinet cette particularité d'énormément communiquer, créer du contenu. On vous voit beaucoup sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Toi, tu fais du personal branding, de la vidéo. Je suis assez curieux de comprendre, c'est quoi ta philosophie par rapport à tout ça? Pourquoi tu fais ça? Pour me retrouver face à toi. Comme je te disais, quand j'ai créé Mindset Finance, pour moi, c'était dans le but de créer vraiment un cabinet avec une image de marque qui soit connue, reconnue, et sur laquelle je puisse capitaliser par la suite. Donc, je ne voulais pas forcément créer un cabinet qui porte mon nom, par exemple, et associé, ou mes initiales, ou quelque chose comme ça. Je voulais un cabinet dans lequel toutes les personnes qui seraient amenées à nous rejoindre puissent se reconnaître. Voilà, pour moi, c'était important. Et c'est vrai que dès que je me suis lancé,
assez vite, j'ai créé mon site internet, j'ai créé du contenu et j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, ça fait 4 ans et demi que je publie 1 à 2 fois au moins par semaine sur LinkedIn, sur des contenus assez variés, mais parfois ça peut être du contenu technique, parfois ça peut être renvoyé vers des rencontres que j'ai pu faire, des outils que j'ai pu tester, des événements auxquels on a pu participer avec l'équipe, voilà, plein de choses différentes. Je pense que c'est important de communiquer là-dessus parce que justement, aussi bien pour attirer des talents que pour attirer des clients, il faut qu'on montre qui on est, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on apporte à nos clients, comment on est structuré, quelle est notre méthodologie. Et donc ça, je le fais au fil des publications que je peux faire. Et c'est justement le fait de communiquer qui m'amène à rencontrer aussi des personnes. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que justement, je me suis rendu compte de ça. En fait, c'est basique, mais la visibilité amène de la visibilité. C'est-à-dire que quand tu communiques, exactement, tu es sollicité encore plus, on va dire, pour participer à des podcasts, pour créer du contenu, pour faire des webinaires. Et donc, c'est forcément vertueux. Ouais, complètement. Surtout en 2025, évidemment, on n'a plus à défendre la pertinence d'une stratégie de contenu. C'est sûr que ça apporte des choses, ça t'apporte de la visibilité, des clients, ça t'aide dans tes recrutements. Ça te coûte aussi du temps. Aujourd'hui, tu es l'une des ressources les plus précieuses pour Mindset parce que l'un des plus seniors ou le plus senior. En bon financier, j'imagine que tu dois avoir un calcul de ROI qui trotte dans un coin de ta tête par rapport à tout ça. Est-ce que tu essaies de le faire? Est-ce que tu arrives à le faire? C'est compliqué sur de la création de contenu, de rationaliser. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que ça te rapporte? Est-ce que tu es capable de mesurer? Ce que je sais, c'est que j'ai testé d'autres méthodes de développement, notamment de la prospection automatisée sur LinkedIn ou par email. Ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a que... en fait, on intervient sur un sujet qui est tellement sensible, les finances d'une entreprise. Tu as accès à tout. Tu as accès au salaire du dirigeant, tu as accès au niveau de trésor, tu as accès au business plan de l'entreprise. Donc, c'est des données qui sont confidentielles. Tu ne veux pas les donner à n'importe qui. Donc, tu vas choisir quelqu'un qui t'a été recommandé. Soit par quelqu'un qui est dans le même environnement que toi, soit par un partenaire, soit par un investisseur. Mais donc, la recommandation, c'est ce qui est le plus précieux. Et justement, quand tu es recommandé, ça évite ce que tu pouvais dire tout à l'heure de quelqu'un qui va être en défiance par rapport à nous. Comme nous, on est recommandé, déjà, on élimine cette barrière-là. On sait, le dirigeant qui échange avec nous, il sait pourquoi il échange avec nous, il sait ce qu'on peut lui apporter. Et a priori, il a déjà fait un premier pas en avant qui lui a permis de prendre conscience qu'il avait besoin d'être accompagné. Ouais, j'ai reçu Claire Ciosi dans ce podcast qui est elle-même, alors elle est DAF externe en freelance. Elle produit beaucoup de contenu également sur LinkedIn. Et elle m'avait donné le même genre de réponse. Elle me disait, en fait, grâce au contenu que je crée, quand j'entre en contact avec quelqu'un à qui j'ai jamais parlé, je me rends compte que lui me connaît déjà et que du coup, il a déjà ce lien de confiance avec moi. Et c'est extrêmement puissant parce que si on imagine un funnel de vente classique, on est déjà à l'étape 4 ou 5 parce qu'on a sauté les 3-4 premières. Quoi. Exactement. Et c'est là toute la puissance, je pense, de la création de contenu aujourd'hui. Du coup, je sais, grâce notamment à tes contenus et aussi parce qu'on se connaît en parallèle, que chez Mindset, vous êtes hyper digitalisé, vous aimez les outils, vous aimez les implémenter. C'est quoi, toi, la stack d'outils ou la structuration d'outils que tu aimes bien mettre en place, recommander chez un nouveau client? Il y a encore 3-4 ans à peu près, ça nous arrivait souvent, ou ça m'arrivait parce que j'étais seul une partie de ce temps-là, d'arriver chez un nouveau client et qu'il n'y ait aucun outil de gestion financière. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Et souvent, les factures, par exemple, étaient faites à la main.
C'était un Word ou un Excel qui était transformé en PDF et envoyé par mail. Ça fait quelques temps maintenant qu'on ne le voit quasiment plus, et c'est une bonne chose. Tant mieux, Et ça, je pense que c'est beaucoup grâce à Pennyline, dans le sens où aujourd'hui, dès que je parle à un prospect, il m'explique son besoin, je lui demande quels sont les outils qu'il utilise. Quasiment à chaque fois, il utilise Pennyline. Dans les cas où justement ils n'utilisaient pas Pennyline, nous, c'était un outil qu'on recommandait. Voilà. Je pense que c'est un outil qui est très adapté à notre type de client. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de notre branche expertise comptable. Nous, sur la partie expertise comptable, on a fait le choix d'être 100% Pennyline. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment outil de gestion financière au sens large, pour à la fois facturer ses clients, payer ses fournisseurs, et en même temps gérer les justificatifs qui seront ensuite transmis à l'expert comptable. Pour tout ce qui est ensuite prévision de trésorerie, nous, à chaque fois, on recommande à nos clients d'utiliser Figure, parce que je le dis en toute objectivité, pour nous, c'est un super outil. Ça nous facilite vachement le travail. C'est-à-dire que l'alternative, ça serait par exemple de faire quelque chose dans Excel. Excel, c'est pas dynamique, donc tu serais obligé à chaque fois de repartir d'un solde bancaire, remettre des transactions à la main avec le risque d'erreur, le temps que ça peut prendre, qui serait évidemment pas intéressant. Avec un outil comme Figure, pour nous, c'est vraiment un outil qui nous fait gagner du temps, qui nous fiabilise l'information et qui améliore l'expérience de nos clients. Donc pour nous, c'est tout bénef. Voilà. Et après, ça, c'est vraiment la partie outil qu'on recommande à nos clients dans 99% des cas. Et après, il peut y avoir soit des besoins très particuliers, où là, on va potentiellement recommander d'autres outils, mais qui répondent vraiment à un cahier des charges précis. Et après, nous, plus côté interne, chez Mindset Finance, on va utiliser deux outils, c'est Finthesis et c'est Scorf. Alors, Finthesis, maintenant, ils se sont beaucoup développés auprès des experts comptables et je pense que beaucoup aujourd'hui l'utilisent. Scorf, c'est un outil qui est un peu moins connu, mais c'est pas étonnant. Mais pour nous, c'est un outil qui nous fait gagner aussi beaucoup de temps. C'est un outil, en fait, on injecte un FEC dans Scorf et on en obtient un data pack en Excel. Donc, un data pack, c'est un fichier, donc c'est un document Excel qui a plusieurs onglets, où on aura à la fois un PNL, un bilan économique et en même temps des tableaux de cash flow en 1 minute, montre en main. Et c'est un Excel, donc derrière, on peut transformer l'information beaucoup plus facilement. On peut remonter au niveau de détail à l'écriture. Et pour nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps parce que sinon, on partirait d'un fake où il faudrait qu'on le transforme à la main, qu'on fasse beaucoup de manipulations pour obtenir ce data pack, alors que là, instantanément, on obtient ce data pack. Ouais, voilà. Ok. Super intéressant et ça, c'est marrant parce que ça reboucle vachement avec la stack d'outils que Claire Ciosi, encore une fois, m'avait mentionné. Elle m'avait dit, compta, j'aime bien recommander Pennyline quand c'est pas déjà le cas. DataVis sur la compta, on avait parlé de Finthesis et suivi prévision de trésor, Figure. Est-ce que tu peux me donner ton point de vue sur... tu m'as dit, tu adores Pennyline, c'est un super outil, je confirme, c'est un super outil. Ils font plein de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, c'est marrant que ce soit moi qui te pose la question, mais pourquoi en complément de Pennyline, tu as besoin de Figure ? Alors, ils ont pas mal travaillé sur la partie prévision de trésorerie. Ça fait un petit moment qu'il y a ce module prévision de trésorerie qui existe. Nous, on trouve que c'est juste beaucoup plus fluide dans Figure. Voilà, pour nous, c'est... alors, après, souvent aussi, on a mis en place Figure, par exemple, chez un client. Aujourd'hui, c'est un process qui tourne, qui roule et sur lequel, en fait, tout débrancher pour brancher autre chose, on perdrait de l'information, on perdrait de la donnée, on perdrait du temps, donc c'est pas pertinent. Donc aujourd'hui, je trouve que Figure, ça permet vraiment d'avoir cette vue et de travailler sur des scénarios aussi de prévision de trésorerie qui sont optimisés et sur lesquels, en fait,
on a des clients qui aiment mettre les mains dedans. C'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas juste nous en autonomie et puis en se basant uniquement sur ce qu'on va leur dire. Non, ils se connectent à Figure, ils mettent les mains dedans, ils changent parfois des hypothèses, ils changent des prévisions pour justement voir l'impact que ça peut avoir. Je pense que c'est là aussi où pour eux c'est intéressant, c'est qu'ils se sentent capables vraiment de mettre les mains dedans et de jouer sur des hypothèses et jouer sur des scénarios. Voilà. Ouais, enfin, pour compléter, puisqu'évidemment je connais le sujet, c'est vraiment une approche généraliste versus pure player où, comme je disais, Pennyline est un super outil qui fait plein de choses et qui notamment est très très fort sur ce que j'appelle moi la pré-compta et la compta et sur lequel on peut brancher d'autres services plus spécialisés comme la gestion et la prévision de trésorerie qui vont être parfaitement intégrés. On récupère la donnée de Pennyline et derrière fournir une expérience utilisateur simplifiée parce que 100% orienté gestion, prévision de trésorerie, on va traiter 110% des cas d'usage que tu peux imaginer sur les problématiques de gestion de trésorerie, tout simplement. J'ai envie de parler un peu d'IA, intelligence artificielle. L'IA en finance d'entreprise, est-ce que tu y crois? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu l'utilises? Ou est-ce que tu imagines des usages futurs pour toi chez Mindset Finance? C'est une réflexion qu'on mène depuis quelques temps chez nous pour voir comment on peut intégrer l'IA dans nos process pour 3 raisons. Pour nous, potentiellement gagner du temps. Deuxièmement, améliorer l'expérience côté client. Et 3, fiabiliser encore plus l'information financière et délivrer des conseils de qualité. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'on mène, on teste des choses. Moi, ma conviction là-dessus, c'est que pour l'instant, on n'est encore qu'au début. Quand on voit un peu le potentiel que ça a, je pense qu'il va y avoir vraiment on est au début d'un énorme bouleversement. Cependant, moi, ma conviction, j'ai pas de crainte sur le fait qu'on puisse être nous remplacés demain par de l'IA. Je pense que il faut juste réussir à intégrer ça dans notre organisation, dans nos process et dans notre gestion de la relation avec nos clients. Mais le client, lui, il aura toujours besoin de faire appel à un directeur financier externalisé qui lui délivrera de la valeur. Mais pour autant, voilà, beaucoup de choses vont être automatisées, beaucoup de choses vont être prédictives. Aujourd'hui, en fait, on est encore au début de tout ça. Mais avec de l'IA demain, on pourra vraiment davantage prédire de choses, intégrer un certain nombre de paramètres, connecter des outils existants à peut-être des sources externes qui elles-mêmes seront basées sur de l'IA et donc on pourra vraiment pousser très très loin un certain nombre de prévisions. Mais pour autant, il y aura toujours besoin de l'aspect humain, de l'aspect relationnel entre un dirigeant et son directeur financier ou son expert comptable. Ouais. Parce que là-dessus, pour moi, je pense que l'avenir aussi du métier de l'expert comptable, c'est d'aller sur de l'accompagnement en direction financière externalisée, avec d'autres compétences derrière. Mais je pense que l'avenir du métier de l'expert comptable, c'est d'être capable d'utiliser la donnée comptable qu'il a lui-même produite pour apporter encore plus de conseils et de valeur. Oui, c'est ça. C'est que l'aspect purement technico-technique va être progressivement mangé par l'automatisation et l'intelligence artificielle. Maintenant, le dirigeant aura toujours besoin d'un bras droit pour le rassurer, pour l'accompagner, lui donner de la sérénité et le conseiller, lui faire prendre du recul par rapport à ces éléments techniques. Exactement. Et ça, oui, une IA peut commencer à le faire sur certains aspects, mais il faut déjà être très bien acculturé aux problématiques de gestion financière pour se baser à 100% dessus. J'imagine que dans la perception que vos clients ont de votre accompagnement, il y a aussi énormément d'humains. En fait, j'ai besoin d'avoir mon consultant Mindset Finance qui juste me rassure, m'aide à lire mes chiffres et à me dire ce que je dois en comprendre, quoi. Dans notre métier, il y a une dimension psychologique qui est très forte. C'est-à-dire que oui, on est des techniciens. Oui, on produit de l'information financière et on la présente à nos clients. Mais si on n'est pas derrière capable de comprendre les enjeux de notre client, se mettre à sa place, comprendre quels sont ses besoins, l'information qu'on lui délivre, elle est
pas non plus très pertinente. Ouais. C'est cette capacité à se mettre à la place de son interlocuteur et de comprendre ses besoins qui font que derrière les conseils qu'on va prodiguer vont être le plus impactants possible. Ouais. Ok. Est-ce que tu as pour autant des exemples très concrets de sujets spécifiques sur lesquels vous utilisez déjà d'une manière ou d'une autre l'IA ? Non, pas vraiment. Enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on teste des choses. Ouais. Il n'y a rien de systématisé, quoi. Il n'y a pour l'instant rien de systématisé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'IA. Ce qu'on a testé nous en interne pour l'instant, c'est d'utiliser l'IA pour créer un code dans une macro Excel pour justement automatiser certaines choses. Notamment quand on récupère de l'information dans un FAQ, créer une macro pour justement créer automatiquement des tableaux, des choses comme ça. Donc ça, on l'a testé. Donc c'est de manière un peu détournée, c'est grâce à l'IA, mais en tout cas, on n'a pas remplacé, c'était pas quelque chose qu'on faisait manuellement qui est passé par de l'IA, on essaie de tester quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Parce qu'on n'avait pas les compétences pour coder c'est du VBA, mais on n'a pas les compétences. Donc, on teste ça. Et je pense que demain, il y aura peut-être d'autres usages autour de l'IA. Je pense que petit à petit, aujourd'hui, de plus en plus d'outils intègrent des briques d'IA ou des fonctionnalités autour de l'IA. Alors, parfois, l'IA, c'est le mot magique pour vendre. Derrière, on ne sait pas vraiment si c'est de l'IA ou pas. Mais ou juste de la digitalisation. Voilà, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on est encore au début. Je pense que de nouvelles fonctionnalités vont arriver dans un certain nombre d'outils pour justement améliorer l'expérience client. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des nouveaux usages pour nous aussi qui se créeront. Mais pour l'instant, c'est pas complètement le cas. Moi, en tout cas, par rapport à ce que tu as mentionné, les usages que j'ai vus, testés ou imaginés, c'est sur de l'interprétation de données. On a maintenant des IA qui sont capables de lire typiquement des bilans comptables ou des liasses fiscales et derrière de les commenter. Donc ça, c'est le premier élément. De les illustrer, faire de la data vise, que ce soit sur un bilan comptable ou même un fichier Excel, en fait. Sortir automatiquement les bons graphiques à partir du bon prompt. Et par rapport à l'exemple que tu as mentionné, ça m'a fait penser à un petit POC qu'on avait fait chez Figure où en fait, tu as des add-ins GPT dans Google Sheet ou Excel où là, tu peux appeler des fonctions spécifiques IA. Nous, typiquement, on l'avait utilisé pour catégoriser automatiquement un set de transactions. Sans donner aucune indication. Et en fait, simplement à partir des libellés, des montants, des dates, il arrivait à automatiquement te catégoriser les choses. Donc, il y a énormément de choses à faire, mais je suis d'accord avec toi. Et ce que je vois tout autour de moi, on est encore, j'ai l'impression, dans cette phase où on explore, on teste les usages, mais il y a encore assez peu de choses qui sont systématisées, j'ai l'impression. Je pense que d'abord, il va y avoir vraiment une révolution plutôt côté cabinet d'expertise comptable. Et où là, déjà, il va y avoir deux choses. Il y a l'IA, il y a la facture électronique, qui va être aussi un bouleversement pour la profession. Donc, je pense que d'abord, côté expert comptable, il va y avoir vraiment des bouleversements importants du métier avec l'arrivée de l'IA et de la facture électronique. Je pense que côté DAF, ça va être impacté de manière un peu indirecte par ces deux phénomènes. Mais je pense que ma conviction profonde là-dessus, c'est que l'humain sera toujours présent et qu'il y aura toujours besoin de poser des questions et interagir avec un humain quand on sera un dirigeant. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup de marge encore. J'ai envie de reparler de tes fonctions, de parler, parce qu'on n'en a pas parlé, plus politique, entre guillemets, notamment au niveau de l'OEC, l'Ordre des experts comptables parisiens, ou Parisien ou Île-de-France ? Parisien, Île-de-France, Paris-Île-de-France. Ok. Tu occupes plusieurs postes, je reprends mes notes, président de la commission innovation de l'OEC Paris, vice-président du club DAF externalisé de l'OEC Paris et vice-président du comité transmission de l'OEC Paris. J'imagine que tout ça, ça te prend du temps dans un emploi du temps qui est chargé, dans une profession où tu vends ton temps.
pareil, comme pour la création de contenu, même question, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Alors moi, je suis élu depuis 2 mois, donc c'est assez récent encore. Mais ça faisait 3 ans que j'étais à la commission innovation sans être élu, hein, au même titre que plein d'autres personnes. Et justement, j'avais rejoint la commission innovation parce que c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. Et j'avais envie justement de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, rencontrer des gens, interagir sur le sujet au sens large de l'innovation. Et puis j'ai eu l'occasion d'être sur une des listes. Il y avait 3 listes à Paris, et donc j'étais sur une des listes. Et c'est celle qui a reçu le plus de voix. Et donc, on m'a fait confiance pour justement, au sein de la commission innovation, devenir président de la commission. Et en même temps, comme j'étais très intéressé par à la fois les sujets DAF, prendre la vice-présidence du club DAF, et par les sujets aussi de transmission d'entreprise, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi un sujet sur lesquels nous, on accompagne nos clients. Tout ce qui va être vraiment rôle de l'expert comptable, rôle du DAF, autour de l'accompagnement du chef d'entreprise sur les sujets de transmission. Moi, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait aussi. Donc, alors, oui, pour l'instant, ça fait que 2 mois, mais oui, c'est beaucoup de temps et ça va être aussi beaucoup de temps. Maintenant, quand je passe du temps sur des sujets, moi, qui me passionnent, j'ai pas l'impression d'y consacrer beaucoup de temps. Voilà, c'est ça. Quand tu fais les choses par passion, le temps passe vite et surtout, tu es passionné par ça, donc tu as vraiment l'envie d'apporter toute ton énergie et de te consacrer pleinement à ces fonctions-là. Il y aurait d'autres sujets qui m'auraient peut-être pas intéressé, peut-être j'aurais décliné certaines fonctions, je sais pas, mais là en tout cas c'est vraiment moi des sujets qui m'intéressent, qui m'animent et que je vis au quotidien aussi en accompagnement de mes clients. Donc pour moi c'était juste une suite logique. Voilà. Ok. Il y a un de tes postes qui m'intéresse particulièrement, c'est vice-président du club DAF externalisé au sein de l'ESC Paris. Je suis assez curieux, comme je te le disais au début de notre échange, d'avoir ton avis sur l'état d'avancement de la profession expert comptable sur cette thématique DAF externalisé. Tu l'as mentionné, je suis 100% d'accord avec toi, c'est un enjeu de la profession sur les années à venir parce que il y a, je pense qu'on peut le dire, une certaine commoditisation de la production comptable au sens pur parce que automatisation, digitalisation, IA, etc. Donc, quand on va dans les congrès d'experts comptables, on entend souvent dire il faut se réorienter vers les métiers du conseil, les métiers plus forte valeur ajoutée. Et donc, on entend souvent parler de la notion de direction financière externalisée par les experts comptables qui sont a priori bien placés pour le faire. En réalité, si on met ton cas particulier de côté, toi, qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Je pense que j'étais pas dans la profession, mais je pense que ça fait 30 ans qu'on dit que l'expert comptable doit être capable de se réorienter justement vers le conseil pour mieux accompagner ses clients. Donc, c'est pas nouveau. Au sein de l'Ordre des experts comptables de Paris, en fait, en 2018, il y a une formation qui a été créée en partenariat avec HEC pour justement accompagner des experts comptables au métier de directeur financier externalisé. Donc, il y a eu tout un parcours de formation. Moi, j'ai fait cette formation en 2019 et elle continue avec une promo tous les ans, je crois. Il y a eu la création du Club DAF. Il y a d'autres initiatives. Il y a une journée annuelle du Club DAF qui a lieu aussi au mois de juin. Donc, il y a vraiment des choses qui sont faites et réalisées côté Ordre des experts comptables de Paris pour justement faire la promotion et donner les clés aux experts comptables pour être capables d'accompagner leurs clients sur d'autres choses que la tenue simple de la comptabilité. Je pense que d'un point de vue purement technique, presque tous les experts comptables peuvent accompagner leurs clients sur des sujets de DAF. Je pense que là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est que ce n'est pas la même gestion du planning.
tu prends un collaborateur comptable, il va gérer un portefeuille de à peu près 30, 40 clients, parfois plus si c'est des plus petits clients, parfois moins si c'est des plus gros, mais il va gérer 30, 40 clients avec la fameuse période fiscale entre janvier et mai. Puis derrière, peut-être les impôts sur le revenu. Et puis tous les mois, autour du 25, la TVA à déclarer. Donc, c'est une gestion du planning qui est très particulière. Un DAF, il va gérer, lui, 4-5 clients, 6 grands max. Il va parler avec eux toutes les semaines. Il va leur présenter de l'information tous les mois, au moins, avec des reportings, avec des analyses, avec des prévisions de trésorerie. Donc, il y a beaucoup plus d'interactions, mais ça demande aussi justement d'avoir une plus grande disponibilité, une plus grande réactivité. Quand tu sais que tu as des échéances fiscales à tenir, que tu as 25 clients ou 30 clients qui sont susceptibles de t'appeler ou t'envoyer un mail à tout moment de la journée, c'est compliqué de pouvoir apporter le même niveau de service et de réactivité que quand tu es côté DAF. Voilà. Donc, techniquement, je pense que ce n'est pas un sujet, mais ça demande une réorganisation totale d'un cabinet d'un point de vue gestion du planning. Voilà. C'est pour ça que chez nous, je te le disais tout à l'heure, je scinde les deux aussi pour cette raison-là, parce que tu ne gères pas ton planning de la même manière quand tu es DAF et quand tu es expert comptable. Ouais. Voilà. Maintenant, je pense que, en tout cas, moi, ma conviction, c'est que, et je le disais en préambule, il n'y a pas besoin d'être expert comptable pour être un bon DAF. Maintenant, je pense que l'expert comptable a toutes les clés en main, demain, pour vraiment proposer des missions de DAF à ses clients. Mais il y a plein d'autres enjeux. Il y a des enjeux marketing, c'est comment tu marketes ton offre, comment tu prices ça par rapport à une mission de comptabilité, quel type de collaborateurs tu mets dessus, est-ce que tu mets les mêmes ou est-ce que tu en mets d'autres, comment tu présentes ça à tes clients. Enfin, je veux dire, il y a plein d'enjeux, plein de sujets différents. Je trouve que c'est intéressant de se poser un peu toutes ces questions-là. Et je pense aussi que si tu ne te poses pas ces questions-là, c'est compliqué de réussir à vendre l'émission correctement. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, pour avoir un peu les deux casquettes, c'est plus facile quand on est DAF d'un client. En tout cas, on est plus, on va dire, top of mind si à un moment il souhaite changer d'expert comptable, de réussir du coup à lui proposer une mission d'expertise comptable, plutôt que quand on est expert comptable, de réussir à placer une mission de DAF. Ouais. Je pense qu'il y a des sujets peut-être de posture, et il y a des sujets aussi d'ordre de grandeur du panier moyen. Je m'explique. Tu vas prendre une TPE ou une PME de base, elle va payer peut-être 500 € par mois son expert comptable. Si elle prend un DAF, l'ordre de grandeur, tu vas plutôt être autour des 2000 € par mois, ou peut-être un peu plus ou un peu moins, mais l'ordre de grandeur, tu vas être sur un ratio de 1 à 4 par rapport à ce qu'il paye déjà. Ouais. Donc en fait, l'effort supplémentaire, il est important psychologiquement. De se dire, aujourd'hui, je paye tel cabinet, je le paye 500 € par mois, je vais multiplier par 5 à partir du moment où je voudrais qu'il m'accompagne aussi sur le volet DAF. Ouais. Peut-être que psychologiquement, pour un dirigeant, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, qui n'est pas logique. Ouais. Voilà. Ouais, et puis, je pense que tu l'as mentionné, nous, on voit beaucoup de cabinets d'expertise comptable qui veulent essayer de faire du DAF, mais qui en fait ne veulent pas vraiment. On en voit beaucoup qui le font et qui le font très bien. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que la grande majorité n'y arrive pas parce qu'ils ne veulent pas vraiment le faire, en fait. Ils veulent le faire hors période fiscale, quand ils ont le temps pour occuper leurs ressources. Sauf que du coup, dès que la période fiscale retombe, on laisse tomber le sujet et ça ne fonctionne pas. Mais comme tu dis, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je pense que je suis totalement d'accord avec toi. En synthèse, les 3 sujets qui font que ça ne fonctionne pas, quand ça ne fonctionne pas, d'implémenter du DAF externalisé au sein d'un cabinet, c'est cette vision business qu'ils n'ont pas forcément. C'est si je veux le faire, il faut que je le fasse à fond, que je crée un département avec des ressources dédiées, etc. Parce que d'un point de vue staffing, j'ai besoin d'avoir des ressources qui peuvent s'y dédier entièrement et pas uniquement quand elles ont le temps.
Et deux, il y a un sujet de marketing de l'offre. C'est, comme on le disait tout à l'heure, une discipline, la direction financière, qui est encore trop peu connue. Et je pense que beaucoup de cabinets n'ont pas cette envie ou ce savoir-faire d'aller faire le marketing d'une offre nouvelle qui n'existe pas encore ni au sein du cabinet, ni même vraiment au sens plus large dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense que tu as tout dit là-dessus, c'est vraiment ça. Et c'est là où je trouve parfois c'est un peu dommage parce que le plus dur est fait. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le Bah ouais. client. A priori, il est toujours avec eux, donc c'est que le client est satisfait. Il a confiance en son expert comptable. Techniquement, encore une fois, je pense que c'est des missions qui sont accessibles. C'est juste une question d'organisation du cabinet, une question de posture, une question de marketing de l'offre. Mais pour autant, il y a souvent un frein qui bloque, qui fait que le dirigeant, instinctivement, quand on lui parle de DAF externe, il ne va pas penser à son expert comptable. Ouais. Il va penser peut-être à un prestat externe, un freelance, un cabinet spécialisé, et pas à son expert comptable. Alors que son expert comptable, il peut potentiellement gagner du temps parce qu'il connaît déjà la société, son business model, son marché, son organisation. Il pourrait être force de proposition beaucoup plus rapidement. Il n'aurait pas cette phase de prise de connaissance. Pour autant, un certain nombre n'arrive pas vraiment à se placer dessus. Ouais, bon, on va dire qu'on est dans une phase de transition. On va y arriver, ça prend du temps, mais notamment avec le club DAF externalisé dont tu fais partie, je ne doute pas que c'est le genre de choses qui vont aider petit à petit à développer la... Bah surtout que nous, pour petit instant auto-promo, on axe nos ateliers, nos conférences à la fois sur du contenu technique, mais à la fois aussi sur des sujets plus soft skills, justement autour du marketing, autour du développement commercial, etc., pour justement donner un peu les clés pour essayer de vendre un peu plus ce type de mission, ce type d'accompagnement, pour pas être uniquement sur des compétences techniques, mais aussi aider les experts comptables à vendre ce type de mission. Ouais, ok, super clair. Pour terminer, qu'est-ce que on peut vous souhaiter chez Mindset Finance dans un monde idéal, si tout se passe comme tu le souhaites, dans 5 ans, dans 10 ans, vous en êtes où? Alors, c'est intéressant que tu me poses la question parce que justement, la semaine dernière, donc là, on est début janvier. Et donc, la semaine dernière, c'était une période un peu plus calme. Et donc, je me suis un peu posé, moi, sur notre plan, justement, à 10 ans. Sur ma vision à 10 ans. Justement, et c'est quelque chose que je vais présenter la semaine prochaine aux consultants du cabinet. Pour faire simple, sur ma vision à 10 ans, on sera 75 dans le cabinet, sur 3 métiers différents. Le métier de l'expertise comptable, qu'on pratique aujourd'hui et qui va continuer à se développer, mais qui va être, je pense, fortement impacté par la facture électronique, l'arrivée de la facture électronique, et qui va bouleverser le métier. Donc, ça va pas supprimer le métier, mais ça va, je pense, le bouleverser en profondeur. Le métier de DAF, tel qu'on le pratique aujourd'hui, et dans lequel il faudra être capable d'intégrer les outils dans notre quotidien, et c'est ce qu'on s'efforce déjà de faire depuis le début. Et puis une troisième branche de notre activité qu'on commence à faire de plus en plus, qui est l'accompagnement du dirigeant sur tous les sujets exceptionnels, notamment sur 2 leviers, la partie M&A et la partie financement. Donc la partie M&A, c'est plus un dirigeant d'entreprise qui souhaite soit faire de la croissance externe, soit céder son entreprise. Et ça, on a eu l'occasion en 2024 d'accompagner quelques-uns de nos clients là-dessus. Et on ne le faisait pas avant, et c'est hyper intéressant. Soit aussi sur les sujets de financement, et notamment autour de la levée de fonds. Parce que pareil, au bout d'un moment, je pense qu'aujourd'hui, nous, on a atteint chez Mindset Finance un premier palier peut-être en termes de notoriété, visibilité et développement d'un réseau autour de nous qui nous permet justement de pouvoir aller sur ce type d'opération de manière plus crédible que quand on venait de se lancer et qu'on était au tout début de l'aventure. Et je pense que du coup, dans 10 ans, on aura encore plus développé ce maillage avec des partenaires,
avec d'autres acteurs de notre environnement et qu'on sera capable d'accompagner encore mieux nos clients sur toutes ces problématiques-là autour du M&A et du financement. Ok. Supervision, Voilà. il y a du taf, mais j'y crois. Vu comment vous êtes lancé, il n'y a pas de raison, vous allez y arriver. Écoute, Anthony, merci beaucoup d'avoir partagé tous tes secrets. Je pense qu'on a rempli la promesse de ce podcast qui est de délivrer un maximum de conseils, de rentrer dans le concret sans bullshit. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Merci Et à toi puis, pour l'invitation. C'était très sympa. avec grand plaisir et tout le meilleur pour toi et pour Mindset Finance pour cette nouvelle année. Merci. Et la même chose pour Finger. Et un partenariat encore plus renforcé entre nous. Voilà. Complètement. Merci Anthony. À Merci. bientôt.